Paris, le printemps, le parfum de la pluie et des marronniers en fleurs. Une ville de romance, d'art, de secrets. Mais en cette nuit-là, l'air était empli d'une magie différente. La magie de la peur, la magie de la mort. Akira Ojima, architecte, écrivain, visionnaire, gisait mort dans un petit appartement près de la Seine. L'œuvre de sa vie, plans et manuscrits, éparpillés autour de lui comme des feuilles mortes. Ses yeux, grands ouverts, fixaient un plafond qu'il ne pouvait plus voir. Il était venu à Paris en quête d'inspiration, chassant les fantômes d'Hemingway et de Sartre. Il a trouvé autre chose à la place, l'obscurité, le silence, l'étreinte froide d'une tombe prématurée. La police a parlé d'un cambriolage qui a mal tourné, un acte de violence insensé. Mais certaines rumeurs évoquaient quelque chose de plus, une conspiration, une vendetta. Et au cœur de tout cela, un nom murmuré à voix basse, Yuko Umeda. Le mystère ne faisait que commencer. Akira Ojima était un homme de contradiction, un observateur silencieux et pourtant un créateur passionné, un architecte qui donnait forme au béton et à l'acier, et pourtant un écrivain qui tissait des histoires d'amour, de perte et de la condition humaine. Né à Tokyo, Ojima trouvait refuge dans la contemplation silencieuse de l'art. Il a étudié l'architecture, apprenant à voir le monde en angles et en lignes, en lumière et en ombre. Mais son âme aspirait à davantage. Il a commencé à écrire, des nouvelles au début, puis des récits plus longs, plus complexes. Ses mots, comme ses bâtiments, étaient austères, minimalistes, mais imprégnés d'un profond sentiment de mélancolie. Personne ne se doutait que son art imitait sa vie plus qu'on ne l'aurait cru. L'arrivée d'Ojima à Paris a été accueillie avec impatience. La ville lumière, avec sa riche histoire et sa scène artistique vibrante, semblait être la muse idéale pour l'artiste japonais. Il loua un petit appartement dans le quartier latin, près de la Seine, et s'immergea dans le rythme de la ville. Il fréquentait les cafés où Hemingway avait écrit, errait dans les musées et flânait le long de la Seine. C'est au cours d'une de ces promenades nocturnes qu'il rencontra pour la première fois Yuko Umeda. Compatriote japonaise expatriée, elle fut attirée par l'intensité tranquille d'Ojima, son air mélancolique. Leurs premières rencontres furent brèves, mais bientôt, leurs chemins commencèrent à se croiser plus fréquemment. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté japonaise de Paris. Akira Ojima, l'auteur célèbre, avait disparu. Son appartement, d'habitude un sanctuaire de chaos créatif, était étrangement vide. Des livres gisaient ouverts sur le sol, des manuscrits à moitié terminés abandonnés sur son bureau. La police était perplexe. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune trace de lutte. C'était comme si Ojima s'était volatilisé. Les jours se sont transformés en semaines, l'espoir s'amenuisant à chaque heure qui passe. Puis, un événement effrayant, une demande de rançon livrée à l'éditeur d'Ojima. Les exigences des ravisseurs étaient précises, la somme astronomique. La note, écrite en calligraphie japonaise, contenait un seul message inquiétant. Le silence est d'or. Parlez, et il meurt. La peur s'est emparée des amis et des collègues d'Ojima. Le temps est devenu un ennemi. Chaque tic-tac de l'horloge réduisait à néant l'espoir de retrouver Ojima vivant. La rançon, une véritable fortune, a été payée. Le silence a été maintenu. Mais la libération promise n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, un colis est arrivé au bureau de l'éditeur d'Ojima. À l'intérieur, niché au milieu de particules de calage, se trouvait sa simple bague en argent, celle qu'il portait toujours. Sur la bague, une seule tache rouge, du sang. La police, suivant une piste, a fait une descente dans un appartement quelconque du 18e arrondissement. Là, au milieu de la misère, ils ont trouvé ce qu'ils redoutaient le plus. Akira Ojima, les yeux sans vie fixant l'éternité. Il avait été drogué puis suffoqué, son corps laissé à la pourriture.
L'enquête, désormais une affaire de meurtre, s'est intensifiée. Les soupçons se sont portés sur Yuko Umeda. Elle avait disparu peu après le paiement de la rançon. Était-elle une victime, prise dans une toile tissée par des criminels sans pitié? Ou était-elle, comme certains le murmuraient, le cerveau de toute cette affaire? Le procès de Yuko Umeda a provoqué une onde de choc au Japon et en France. La salle d'audience est devenue la scène d'un drame tragique. L'accusation a dépeint le portrait d'une femme froide et calculatrice, mue par la cupidité et l'envie. Ils ont présenté des preuves de ses difficultés financières, de son ressentiment secret envers le succès d'Ojima. La défense a répliqué en évoquant la manipulation et la peur. Ils ont soutenu qu'Umeda, éprise d'Ojima, avait été contrainte par un groupe occulte impliqué dans le vol d'œuvres d'art et le blanchiment d'argent. Le jury, confronté à des récits contradictoires et à des preuves circonstancielles, a dû assumer le poids de sa décision. Finalement, après des semaines de délibération, le jury a rendu son verdict. Coupable. Yuko Umeda a été condamné à la prison à vie, ses protestations d'innocence résonnant dans la salle d'audience stupéfaite. Le verdict n'a guère apaisé le malaise qui planait comme un linceul. Akira Ojima était parti, sa vie brisée, son potentiel inapprouvé. Sa mort a laissé un vide littéraire, un silence qui résonnait avec la mélancolie de ses mots. Yuko Umeda, incarcéré, a maintenu son innocence. La croyait convaincue d'une conspiration qui dépassait de loin les murs du tribunal. D'autres la considéraient comme une manipulatrice rusée, une Lady Macbeth des temps modernes qui avait orchestré la chute d'un esprit brillant. La vérité, comme une photographie jaunie, restait insaisible. Même dans la mort, la présence d'Akira Ojima restait palpable. Ses créations architecturales, des structures épurées et minimalistes qui parsemaient la ligne d'horizon de Tokyo, témoignaient de sa vision. C'était plus que des bâtiments, c'était des poèmes de béton, des expressions de sa compréhension unique de l'espace, de la lumière et de l'expérience humaine. Ses livres, traduits dans de nombreuses langues, ont continué à trouver de nouveaux publics. Les lecteurs se sont retrouvés dans ses thèmes d'aliénation, son exploration de la condition humaine dans un monde de plus en plus complexe. Les critiques littéraires l'ont salué comme un visionnaire, un écrivain qui a su saisir l'air du temps de sa génération. Akira Ojima, l'observateur silencieux, était devenu malgré lui une icône, son héritage gravé dans les annales de l'architecture et de la littérature. L'œuvre d'Ojima, qu'elle s'exprime à travers le langage de l'architecture ou de l'écrit, était imprégnée d'un profond sens du questionnement. Il s'est attaqué aux dilemmes existentiels, explorant les thèmes de l'identité, du but et de la recherche de sens dans un monde apparemment dépourvu d'absolu. Ces bâtiments, souvent caractérisés par leurs lignes épurées et leur esthétique minimaliste, remettaient en question les notions conventionnelles d'espace et de forme. Ils invitaient à la contemplation, incitant les spectateurs à s'interroger sur leur relation avec l'environnement bâti. Ces écrits, tout aussi stimulants, exploraient les recoins sombres de la psyché humaine, se plongeant dans les complexités de l'amour, de la perte et de la quête de connexion dans un monde de plus en plus fragmenté. L'héritage d'Ojima s'étendait au-delà du domaine tangible des bâtiments et des livres. Il a laissé derrière lui un héritage d'interrogation, un défi de se confronter aux grandes questions qui hantent l'expérience humaine. La vie et la mort d'Akira Ojima nous rappellent cruellement la fragilité de l'existence. Son meurtre, un acte de violence insensé, a laissé un vide abyssal, un rappel brutal de la nature éphémère de la vie. Pourtant, des cendres de la tragédie, une lueur d'espoir émerge. L'héritage d'Ojima, forgé dans la pierre et l'encre, a perduré, témoignant du pouvoir de la créativité à transcender la mortalité. Son œuvre, imprégnée d'un profond sens de l'humanité et d'une quête incessante de sens,
à continuer à inspirer, à provoquer, à défier. C'est peut-être là la leçon ultime de la vie et de la mort d'Akira Ojima. Même face à la tragédie, l'esprit humain, animé par la créativité et la soif de compréhension, peut perdurer. Car en fin de compte, c'est à travers nos créations, nos idées et nos histoires que nous vivons vraiment.